Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Je m'appelle Emma et je reviens encore pour une nouvelle histoire que j'ai vécue il y a de ça quelques années. J'avais rencontré un gars et on s'entendait très bien et on venait du même village et tout, on a grandi ensemble, mais il avait 6 ans de plus que moi. Il avait déjà fait ses études, il travaillait déjà, il avait son appartement, tout allait bien. Et moi, j'avais presque terminé mes études et je commençais à travailler. J'avais déjà terminé, mes études, j'ai commencé à travailler. J'y allais souvent chez lui et c'est comme si mon cœur me dit, Emma, là, il y a quelque chose, mais sans plus. Je suis une personne initiée. J'ai une copine initiée. On parle souvent, beaucoup même. Et un soir, il m'invite à aller chez lui. Tout se passe bien. Je rentre chez moi. Et les semaines passent, les jours, les mois, tout allait bien. Et un jour, il me dit, viens chez moi, tu dors là-bas et tu partiras quand tu veux. Et on a passé, j'ai dormi chez lui. Le matin, il est parti au travail. Je suis restée là, mais en me réveillant, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me dit « Ouvre son armoire ». Emma, mets-toi debout et ouvre son armoire. Je me suis mise debout, j'ai ouvert son armoire. Et qu'est-ce que je trouve dans son armoire? DMG. Wow! Maman. Je ne sais pas si je veux dire si c'est des talismans, si c'est des gris-gris, mais toutes sortes de choses, des feuilles écrites avec des stylos, des paroles. Je peux même pas lire ce qui a été écrit. Avec des talismans, je sais pas si c'est des talismans cousus. Je les ai pris, j'ai mis dans ma main comme ça, ma main tremblait. J'ai lâché, j'ai posé, j'ai fermé l'armoire. Il est revenu pour la pause. Je lui ai rien dit, j'ai fait comme si tout allait bien. Un jour, je vous ai dit que je suis une initiée. J'ai des esprits dans ma famille. Il y a des esprits protecteurs. Quand je vous dis protecteur, s'il y a des trucs qui veulent arriver, je le sais. On me le dit, on me montre.
Et ces esprits-là, souvent, ils me disent, Emma, arrête d'aller dormir chez ce monsieur. Même si on sait que toi, tu aimes ce monsieur. On n'a pas dit que ce monsieur-là ne t'aime pas. Non. Mais il y a des trucs qui ne sont pas nets. Côté amour, il est là, c'est vrai, mais il n'est pas net. Sa famille n'est pas nette non plus. Arrête d'aller là-bas. Et moi, j'ai fait comme si je n'ai rien entendu. C'est rentré d'une oreille, c'est sorti d'une autre oreille. J'ai une copine aussi initiée, on parle souvent, on sort tout le temps ensemble. Ces esprits me disent aussi, Emma, évite d'aller dormir là-bas. Si tu vas là-bas, mais ne dors pas là-bas. Ça rentre d'une oreille, ça ressort d'une autre oreille. Un soir, je pars là-bas. On passe la soirée ensemble, on mange, on boit, on discute. Et dans la nuit, on part dormir. DMG, maman, j'ai senti une présence qui voulait m'étouffer. Une présence, je dirais, diabolique ou je ne sais pas, satanique qui voulait m'étouffer. Je me suis retournée, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, waouh! Je regarde à ma droite, le monsieur, il dort, tranquille, rien. J'essaie de me rendormir, je n'arrive pas à dormir. Je tourne à droite, je n'arrive pas à dormir. Je tourne à gauche, pareil. J'ai dit, waouh, ce soir-là même, je ne sais pas ce que je suis venue foutre dans cet appartement. Je me suis dit, Emma, essaye de te rendormir. Je me rendors. Je ne dors même pas, j'ai fermé mes yeux. Waouh! C'est comme s'il y avait des guerriers habillés tout en blanc avec leur, comment dirais-je, leur épée ou leur... ils avaient un bout de bois avec très aiguisé. Ils me regardaient. C'est comme si on m'ouvrait les yeux, je les voyais debout me regarder. Ils disaient rien. Ils me fixaient comme ça. Et là, j'ai sursauté. Wow, j'ai descendu du lit. Je suis partie au salon. J'ai dit, maman. La nuit, elle était longue. Je vous dis, mes frères et sœurs, la nuit était longue. Je suis partie au salon. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'ai compris. Je ne vais plus venir. Là, les guerriers que j'ai vus là, c'était les esprits protecteurs qui me disaient, Emma ne va pas dormir là-bas. Tous les jours, on te dit de ne pas aller dormir là-bas, tu n'entends pas. Mais aujourd'hui, on te montre qu'on est là. Du coup, je pars dormir dans le salon. Je m'allonge. DMG. J'arrive pas à dormir. J'essaie de dormir, j'entends des personnes courir dans la maison. J'ai dit, ah mon Dieu, la nuit, elle est longue. À un moment, je pense que le gars, il s'est réveillé, il a vu que je n'étais pas là. Il est venu, je l'ai vu parce que il est venu se mettre debout devant moi dans le canapé, me regarder. Je l'ai très bien vu, il a vu que je dors dans le canapé, il est reparti dormir. DMG, j'avais tellement hâte qu'il fasse jour pour que je prenne mes clics et mes claques et partir de la maison. Après, j'ai compris, c'était pas... J'ai compris qu'il ne me voulait pas de mal. J'ai compris que c'était pour mon bien. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je sais que c'était pour mon bien.
qui se sont vraiment manifestés. Parce que le monsieur là, c'est comme si ce monsieur-là usait de mon énergie. C'est comme si c'est lui qui coulait dans mes veines. Je ne voyais que lui, je ne pensais qu'à lui. Et une fois, il m'a même dit, Emma, je suis partie, j'ai voyagé à tel endroit dont je vais taire le nom de cet endroit. Et tu sais ce qu'on m'a dit là-bas? On m'a dit, Emma, que tu as des esprits protecteurs. Et tes esprits sont bien. Parce qu'ils vont m'aider, ils m'aident, ils me protègent même. Emma, t'as juste... faire juste des invocations à dire j'aimerais que vous protégez un tel, et ça marche. Ça marche. La première fois, c'était lui qui m'avait dit, Emma, tu as des esprits protecteurs. Et là, j'étais même pas encore initiée pour savoir. C'était lui. Et en fait, tout le puzzle s'est mis en place. J'ai dit, ah là, j'ai compris que ce mec-là, il est pas net. Il est pas net du tout. C'est un gars très gentil, un monsieur tout le monde. Mais il savait pourquoi il restait avec moi. Et depuis que j'ai plus mis mes pieds chez ce mec-là, les esprits là, ils m'ont plus jamais embêté, je vous dis. Parce qu'ils ont dit j'ai compris la leçon. Et j'ai très bien compris la leçon. Merci mon Dieu. Écoutons les intuitions. Et j'avais beaucoup des intuitions concernant cette personne. Écoutons quand on a des esprits protecteurs qui nous disent ne fais pas ça, ne va pas là-bas, fais comme ça. Je suis très pratiquante, je prie tous les jours que Dieu fait, mais j'y crois aussi tellement qu'il y a des esprits qui sont là pour protéger, comme il y en a qui sont là pour faire du mal. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Prions, écoutons nos intuitions. N'allons pas juste dire « Ah, mon cœur m'a dit de faire ça, 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 ça » et voilà, on suit que le cœur. Non, prions, mettons Dieu en avant et on sera tous et toutes délivrés. Toute personne qui nous veut du mal, c'est qu'en priant que Dieu nous montre le vrai, mais vrai visage et les vraies intentions d'une personne mal intentionnée. Donc voilà, c'était ça mon histoire. J'espère qu'elle était pas trop longue, que vous allez partager, aimer, liker, commenter. Donc à la prochaine pour une nouvelle histoire. Et donc voilà. Bisous tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, salut la famille DMG. Je sais que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Ce soir, je tiens à vous raconter l'histoire d'une amie. On était en 3e secondaire à l'époque et de ses parents, et son papa était pasteur. Bon, son papa vit encore, je pense qu'il est toujours pasteur. Son papa vivait au sud du pays, ses parents bien entendu. Alors eux-mêmes,
Alors les enfants vivaient à l'ouest, une façon pour eux d'aller à l'école, et puisque les trois premiers étaient déjà à l'université et il restait que mon ami et son petit frère. Et mon histoire va être basée sur les mendiants que vous voyez devant les églises, surtout les églises catholiques, qui ne sont pas vraiment tous des mendiants. Ils sont là que pour parfois voler, mais mystiquement, ou parfois, chacun peut voir l'histoire des mendiants de différentes manières. Mais pour moi-même, mon ami, et je pense que le mendiant n'a pas voulu affaiblir son étoile, mais plutôt de lui voler. OK? Et comme je disais tantôt que ses parents vivaient au sud et devraient leur envoyer de l'argent pour acheter la nourriture pour mettre dans la maison. Vous savez, quand vous laissez des enfants à la capitale et vous êtes en province, vous devez à tout prix leur envoyer soit des denrées ou leur envoyer de l'argent pour subvenir à leurs besoins, quoi. Et du coup, son papa, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de téléphone portable, il n'y avait que des fixes ou envoyer un courriel soit par un camion qui vient à la capitale ou un ami, quelque chose comme ça. Mais du coup, son papa leur a envoyé de l'argent pour payer leur scolarité, à savoir les 3 premiers payer leur université et les 2 derniers, à savoir mon ami et son petit frère, payer leur scolarité, parce que je pense que mon ami était en 3e comme moi et son petit frère, je pense en 9e secondaire comme ça. Et voilà, elle devrait passer chez une personne pour prendre la commission. Ce jour-là, on n'était pas ensemble parce que ordinairement, après l'école, on passe une partie de la route à pied et arrivé à mi-chemin, on va se séparer. Moi-même, je vais prendre un tap-tap pour aller à l'aéroport, parce que là, on habitait pas trop non loin de l'aéroport. Et elle-même, elle va rentrer à Delmar, c'est une zone de la capitale. Et ce jour-là, on n'était pas ensemble parce qu'elle devrait aller prendre la commission de ça, tout. Vous voyez. Et ainsi, arrivée devant l'église, elle a pris l'enveloppe et elle a dit qu'elle a mis l'enveloppe au milieu de 2 livres. Et comme ça, elle a rencontré un mendiant devant une église qu'on appelle Saint-Antoine de chez nous, c'est une église catholique. Là, elle devrait rester pour prendre une camionnette pour rentrer chez elle. Et c'est là que le vieillard est venu un peu courbé comme ça, lui a demandé de lui donner un sou et de lui donner un peu de sous pour aller manger. Parce que là, c'est leur chanson. J'ai pas mangé depuis matin. Ma fille, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et voilà que mon ami lui a donné 5 goudes. C'est un papier, elle lui a donné 5 goudes. Et elle avait une chaînette. Quand elle est montée dans la camionnette, elle passe
pour prendre la chaînette, pour prendre la médaille de la chaînette pour mettre dans sa bouche, elle n'a pas remarqué. Elle a pensé que sa chaîne était cassée. Et elle dit, bon, ça va pas tomber parce que là, son uniforme, elle a la ceinture, ça va pas tomber. Mais en arrivant de chez elle, elle n'a pas vu la chaîne ainsi que la médaille. Bon, elle s'en foutait pas mal parce que vous voyez à l'époque, même de nos jours, les enfants que leurs parents ont des moyens comme ça ne s'en soucient pas vraiment de certaines choses. Et c'est ainsi, quand sa grande sœur, la plus grande, est rentrée, et elle a dit, Katia, c'est un nom d'emprunt, Katia va me chercher l'enveloppe pour repartir l'argent comme ça, parce que là, je dois payer la servante et acheter des provisions pour la maison, la nourriture pour la maison, tout ça, et vous donner l'argent pour payer. C'est à ce moment qu'elle est allée chercher l'enveloppe, vider le sac, nothing. Là, elle a appelé la sœur pour dire que voilà, elle a mis l'enveloppe au milieu de 2 livres, mais maintenant elle n'a plus l'enveloppe, je sais pas. Et c'est à ce moment qu'on lui a demandé est-ce qu'elle a insulté quelqu'un dans la rue, parce que chez nous, la personne peut passer à côté de toi et sait très bien que tu as de l'argent. C'est toujours des trucs mystiques, et te frapper ou te dire quelque chose et toi-même tu vas l'insulter, et comme ça il va prendre ça sur toi sans te toucher. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé est-ce que tu as insulté quelqu'un au cours de la route? Non. Seulement elle a dit qu'il y avait un monsieur devant l'église, devant Saint-Antoine, qui lui a demandé, et il a pris 5 gouttes de sa poche et lui donné. Et c'est ainsi, le lendemain, ils sont allés devant l'église. Bon, le soir même, bon, il n'était pas vraiment, vers les 6 heures, ils sont allés devant l'église, ils n'ont pas trouvé le vieillard. Le lendemain matin, ils sont allés encore, nada. Et ils ont passé 1 mois comme ça, à aller à chaque jour pour voir est-ce qu'il va reconnaître le vieillard. Il ne l'a pas vu. Bon, elle ne l'a pas vu, bien entendu. Ainsi, ils ont dit, bon, il ne faut plus donner des choses, des trucs aux pauvres, quoi, aux mendiants, les personnes qui demandent au cours de route. Il faut plus les donner quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas vraiment de bonnes personnes. Pour moi-même, je fais des dons, mais seulement à des personnes malades, tout ça. Si je vous vois dans la rue, vous demandez, j'en ai pas, sorry maman, j'ai pas de monnaie, ou j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, j'ai pas trop envie d'aider ces gens, parce que je sais, mon ami a été victime de ça, et moi-même, j'ai pris garde. Il y a un dicton chez nous qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que moi-même, merci DMG, merci encore. Merci pour l'effort, commenter, liker, partager. C'est tout ce qu'on a à faire. Bonne nuit à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour, Mbolo Samba, hello à tous. Betare, benane, ladies, gentlemen. Comment allez-vous? J'espère que bien. Moi, ça va, je me porte aussi bien. Mbolo Samba à vous, à DMG TV. Mbolo Samba également à toute l'équipe qui t'accompagne. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout le plaisir renouvelé. Voilà, aujourd'hui, c'est un plaisir encore pour moi, voilà, de me retrouver parmi vous et de vous partager mon histoire que je vais vous laisser commenter. Le titre et la moralité, voilà.
Donc c'est une histoire qui s'est passée dans une ville de la province, que je vais taire le nom, où vivait une famille, donc un père, sa femme et leurs enfants. Et le père là, c'était un homme très méchant. En fait, bon, méchant c'est peut-être pas le mot, mais c'était quelqu'un de très rigoureux, qui était toujours adroit. Il ne blaguait pas comme on dit avec les gens. Il ne souriait pas, donc c'était toujours quelqu'un de très très carré, rigoureux. Même avec sa femme, ses enfants, en tout cas avec tous ses proches, c'était quelqu'un que tout le monde craignait en fait. Et dans le quartier où il vivait, il y avait également un jeune homme qui avait la vingtaine environ. Donc il pouvait avoir peut-être les 25 ans. Mais c'était le genre de jeune un peu zinzin quoi, un peu mongol. Bon, il n'avait pas toute sa tête. Et il n'était pas... C'était quelqu'un d'inoffensif en fait. Donc il avait la moralité d'un ado de 14-15 ans. Il était un peu attardé quoi. Mais il était aimable, c'était un jeune serviable. Donc il vidait les poubelles des habitants, des voisins. Donc il pouvait venir comme ça chez les gens. Il cogne chez toi, il te demande s'il y a des ordures à jeter. On lui donne une pièce ici, on lui donne une pièce là-bas. Donc c'est un peu ce qu'il faisait. Donc presque toute la ville, en particulier le quartier où il vivait, tout le monde le connaissait. Ce Mongol que on va appeler Moussavou. Voilà, donc c'était un peu ça la vie de Moussavou. Il était là comme ça. Mais voilà, c'était un bon garçon en fait, s'il faut dire. Mais un peu becté, voilà. Donc, c'est comme ça. Le papa là qui était très carré là, un jour, il se retrouve dans un bistrot. Il est là avec son journal et son vin rouge à côté, tranquille, puisque lui, il ne parlait à personne, il n'avait pas d'amis, donc c'était quelqu'un comme, je disais, très carré. Les gens se méfiaient de lui, les gens l'esquivaient. Et c'est comme ça, il était là tranquille, en train de lire. Moussavou arrive. Moussavou, c'était quelqu'un de taquin, il était toujours jovial, il parlait de tout et de rien, c'était un gamin dans sa tête. Donc c'est comme ça que Moussavou arrive. Il trouve le papa là, que je vais intituler le papa nerveux. Donc il trouve le papa nerveux. Voilà Moussavou. Oh non, le boss, ta grosse tête là vraiment. Oh, faut te faire opérer, hein. Voilà le boss nerveux. Attends Moussavou, tu blagues avec qui? Tu me connais même? Hein? Ton bectage là, c'est sur moi. Oh, le boss, toi aussi, ne te fâche pas. Oh, j'ai seulement dit que tu as la grosse tête qu'il faut opérer. Oh, le boss, toi aussi. C'est pour ça maintenant que tu veux Jones avec ton petit. Et en plus, il insiste. Je dis à Moussavou, c'est moi qui t'ai rendu becté comme tu es. Tu t'amuses avec moi. Donc, le papa nerveux se lève et il pousse Moussavou à la poitrine. J'en compte vraiment quand on repousse quelqu'un de la poitrine, pas vraiment violemment. Et c'est comme ça, Moussavou trébuche. Quand Moussavou tombe, c'est pas il meurt. Voilà maintenant le problème du papa nerveux qui commence. Tout le monde alerté. Déjà les gens du bistrot commençaient d'abord à secouer Moussavou. Oh Moussavou, Moussavou, il a quoi? Oh, qu'est-ce que tu l'as? Le papa aussi commence à paniquer. Mais non, je ne lui ai rien fait. Même pas une gifle, même pas un coup de poing. Je l'ai juste repoussé parce qu'il me manquait de respect. Il était impoli envers moi et tout. Oh, mais comme tout le monde savait que c'était un papa qui était toujours nerveux, qui n'acceptait pas, qui n'était pas tolérant, quoi, qui n'acceptait pas les blagues ou quoi que ce soit. Lui, il n'avait pas d'amis, lui, il ne parlait à personne. Donc tout le monde l'a directement pointé du doigt que non, toi, on connaît ta méchanceté, on sait comment toi tu es bizarre. Maintenant, le pauvre Moussavou, il t'a fait quoi? Moussavou, il est bien avec nous ici. Il nous aide dans la ville. Il n'a pas de problème avec quelqu'un, il ne provoque pas les gens. Lui, c'est seulement rire pour lui. Maintenant, voilà, tu nous as tué, notre Moussavou. On ne va pas aussi te laisser. Ils ont pris le papa nerveux. Ils l'ont maintenant amené au commissariat. Ça, le papa nerveux, lui, il était là, comme on dit, on l'a collé un mandat de dépôt. Mais avant le mandat de dépôt, là, pendant qu'il était encore au commissariat, la femme, comme on dit, les choses de l'amour. Même si vraiment, comme on dit, les femmes supportent les choses dans les maisons, même si l'homme est comme il est, il y a toujours une qui est toujours là pour l'aimer, le chérir. La femme, elle fait comment? On a déjà pris son mari pour un cas grave. Elle va maintenant voir un avocat. En fait, elle cherche à prendre un avocat pour essayer de voir le cas de son mari et tout. Malgré ça, quand même, on envoie son mari
en prison centrale où on lui colle un mandat de dépôt. Comme ça, elle derrière, elle se tue coréa, mais ne laisse pas quand même son dolo. Elle sent que comment ça, c'est quelle histoire. Donc, elle va maintenant voir un ganga. Elle arrive chez le ganga que pardon, ganga Misoko. Mon cas est trop grave. Voilà l'histoire de mon mari, comme ça, pardon, trouve une solution. J'ai essayé de payer un avocat pour essayer d'aller le défendre. On a tout fait. En fait, je ne sais plus à quel sein me vouer. Il n'y a que toi qui as la solution à ce grave problème, oh Nganga Misoko. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir mon mari de cette situation? Le Nganga essaie de faire ses potions magiques comme il a essayé de faire. Il dit, ah, mais je vois que ton mari, c'est pas lui normalement, je vois seulement les doigts sont pointés sur lui. Mais c'est pas lui qui a commis l'acte, en fait, spirituellement. C'est la famille de Moussavou qui avait déjà tué leur enfant spirituellement et ils cherchaient sur qui mettre le fardeau là, sur le dos de qui mettre le fardeau là. Et c'est comme ça que ton mari, étant quelqu'un de colérique, de nerveux, qui ne blague pas, ils ont vu que c'est la cible facile. Ils sont facilement passés par lui. Voilà pourquoi ça a été comme ça. Il dit, oh, Bassé, grand Nganga Misoko, je savais bien que mon mari n'a rien fait. Même s'il est comme on dit, mais je savais quand même que non. Tout sauf être un assassin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Nganga dit, ah, on va essayer, je vais un peu essayer de toutes mes connaissances de mettre ça en pratique pour voir ce qu'on peut faire. Pour sortir ton mari de là. Il a essayé de faire, mais en fait, rien n'avait marché, quoi. Je ne sais pas si c'était un faux Nganga, ou si c'était peut-être les potions qui n'étaient pas bonnes, ou peut-être que ceux qui étaient à l'origine de la mort, donc qui sont les parents de Moussavou qui étaient à l'origine de la mort de leur fils, peut-être que ce qu'ils ont fait était plus puissant ou quoi. En tout cas, le gris-gris n'avait pas marché. Et le monsieur, il était décédé en prison. Voilà, donc c'était un peu ça, l'histoire, la triste histoire de Moussavou et de l'homme nerveux. Maintenant, moi, pour ma part, ce que je peux dire là comme moralité, c'est de dire d'éviter toujours d'être en colère. Parce que la colère, c'est pas vraiment une bonne chose. C'est comme on dit, c'est une demi-folie. Quand tu es en colère, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, n'importe qui peut venir te tenter pour te pousser à bout. Et c'est ce que le papa a malheureusement subi. Donc, le sorcier, lui, il fait quoi? Il profite. Comme eux, ils cherchaient quoi? Comme on peut dire un bouc émissaire. Les parents de Moussavou en question, ils cherchaient un bouc émissaire, ceux qui mettent coller la mort de leur fils, alors que ce sont eux-mêmes qui étaient à l'origine. Et facilement, ils ont mis ça sur le dos du papa nerveux. Voilà. Donc, évitez toujours d'être en colère. Sachez vous maîtriser, parce qu'on ne sait pas d'où le mal peut venir, par qui il peut venir. Les choses, des fois, ne sont pas naturelles. Il y a des gens, c'est vrai, un accident, naturellement, un accident peut arriver, quelqu'un peut trébucher, ça arrive. Mais moi, j'ai trébuché combien de fois dans la salle de bain? Tu veux sortir de la baignoire, tu glisses, tu tombes. Des fois, c'est l'arcade qui se bousille ou voilà, ça arrive. Il y a des accidents qui sont naturels. Mais il y a ceux qui sont mystiques, travaillés. On cherche maintenant sur qui on va donner le problème. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, pour la petite moralité, pour ma part, c'est un peu ça que je peux vous enseigner. Voilà, donc de vous dire, de vous maîtriser. Gardez toujours votre calme. Sachez toujours vous retenir face aux situations. Avoir la grandeur d'esprit, c'est tout ça. Même si on vous traite que oh, tu es ma boule, tu ne dis rien, regarde, quelqu'un comme ça là, il t'insulte, il te manque de respect et tu es là, c'est pas grave. Ça n'enlève rien en moi. Voilà. Donc c'est un peu ça pour la petite histoire. Merci encore de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire. Mais avant, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. À très bientôt. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous raconter une fois de plus une de mes énièmes histoires. C'est mon histoire à moi, qui est un peu comme une histoire d'amour. Et cette histoire, je vais donner un titre à cette histoire. Je vais l'appeler « Amour d'un père ». Donc, voilà l'histoire. Ma mère était l'aînée de sa famille. Et à l'adolescence, elle est tombée amoureuse d'un de ses voisins. Mais ce monsieur était marié
On va appeler ce monsieur Jacques et on va appeler ma maman Sophie. D'accord? Et vous voyez les papas d'avant, les mamans d'avant, les parents d'avant, une jeune fille ne devait pas aller en mariage si elle avait déjà connu des hommes et tout. Et mon grand-père s'était rendu compte que sa fille Sophie apparemment était amoureuse du voisin Jacques. Monsieur Jacques, lui, il était déjà marié, il travaillait déjà. Voilà. Donc, du coup, mon grand-père, il a trouvé une femme à Sophie, ma mère. Donc, on va appeler le mari de ma mère Pierre. Donc, il a fait marier obligatoirement, sans son consentement. Donc, du coup, elle est obligée d'arrêter l'école parce qu'elle venait juste d'avoir son certificat d'études d'entrée en 6e. Alors, quand elle va en mariage, apparemment, les petits amoureux se voient toujours en cachette et tout. D'accord? Et quelques années plus tard, on est déjà dans la maison, nous sommes déjà à 4. À 4, voilà, 2 filles, 2 garçons. Et de ce mariage va naître un enfant adultérien. Cet enfant, ce sera moi. Enfant adultérin, donc enfant qui est de Jacques et de Sophie. Voilà. Souvent, il y a des querelles à la maison. Lorsque Pierre se bat un peu avec Sophie, ça dit à Sophie, hey, il faut quand elle décide de partir chez ses parents, Pierre lui dit, hey, quand tu pars, n'oublie pas ton bagage. Donc le bagage, c'était moi. Donc, il fallait toujours qu'elle me trimballe avec elle dans la famille maternelle. Alors, quand ils se réconciliaient, qu'elle venait à la maison, moi aussi, j'y avais droit. Et j'avais remarqué que quand mon père, parce que c'est lui qui m'a reconnue, et c'est de là que j'ai appris qu'un enfant qui naît, un enfant adultérin qui naît pendant que le mariage est encore présent, cet enfant est reconnu par le monsieur. Donc, je suis la fille de Pierre, officiellement sur les papiers. Donc, souvent, il y a des matins où mon père, il est allé très tôt au boulot et il y a Jacques qui vient par derrière, genre pour pouvoir parler avec moi. Je dois avoir dans les 3-4 ans, parler avec moi pour nous dire c'est moi ton papa et tout. Et il y a ma mère qui dit derrière, ah, elle n'écoute pas ces histoires et tout, n'écoute pas. Et l'image de ce monsieur, il est gravé dans ma tête et tout. Donc, on évolue. Jacques est nommé, il va en diplomatie à l'étranger. J'évolue, ça veut dire que les parents de Jacques prennent souvent de mes nouvelles. Moi, j'en sais rien. Et puis, dans la famille maternelle, ça se bruite un peu avec les tantines, les tatas et autres, les tontons. Oh oui, c'est vraiment l'enfant d'un tel, oh oui, machin. Mais tant qu'on n'a pas la confirmation de ça, il y avait trop de doutes dans ma tête en fait. Je portais le même nom que mes autres frères, donc peut-être que j'avais imaginé, peut-être que j'avais mal entendu, c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis en grandissant, une fois je me querelle avec ma sœur aînée, parce qu'on n'a qu'une année de différence. On se chamaille un peu, parce qu'entre-temps en fait, Jacques il est décédé en 83. Pierre également est décédé en 83. Donc du coup, souvent, je cherche dans ma tête Jacques, je ne le vois pas parce que c'est le seul qui arrive à me dire que non, je suis ton papa et tout. Et puis bon, ma mère essaie de me dire que non, c'est pas vrai et tout, n'écoute pas. Et puis une fois, lors de mes 14-15 ans, j'ai une petite dispute avec ma sœur aînée. Et elle me balance comme ça. D'abord, tu n'es pas la fille de mon père. Mon père me l'a dit avant de mourir. Bam. En fait, c'est vrai, de la manière qu'elle l'a dit, ça m'a fait mal. Mais j'ai été réconfortée parce que je me posais 1001 questions.
sur cette affaire. À partir de mes 15 ans, 15-16 ans, Jacques va venir tous les jours dans ma tête. Tout le temps. On va dire dans l'année, il va venir 6 fois environ dans l'année dans ma tête. Ne reste pas comme ça. Il faut connaître ton identité. Il faut savoir d'où tu viens, qui sont les tiens. Depuis l'âge de 16 ans. C'est tout le temps pareil. Alors je pose des questions, je fais des recherches, je fais ci, je fais ça. Après mes études, après mon bac, quand je vais au Maroc, il revient toujours dans ma tête. Je t'ai dit que tu ne dois pas rester comme ça. Il faut connaître qui tu es, qui est ton... J'avais dit à ta mère de te dire toute la vérité. Elle ne te dit rien. Il faut chercher et tout. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à chercher, à poser des questions et tout. J'ai commencé à avoir des indices et tout. Et j'ai été orientée vers une famille. Mon ex à l'époque, j'avais raconté cette histoire, il est allé, il a fait des recherches et tout, et puis il est tombé sur l'un des frères de Jacques. Alors, il a raconté mon histoire, et le frère de Jacques a dit, ah, mais il vaut mieux demander à la personne elle-même de venir me voir et tout. Donc quand je vais voir le frère de Jacques, moi j'ai déjà mes 2 enfants. Donc le garçon était allé à l'école, je suis partie avec la fille. Quand j'arrive, en fait, j'avais peur parce que je me disais, ah, peut-être qu'il va me refouler, il va me dire, oui, tu veux seulement rentrer dans notre famille, de quel droit, comment tu te permets, quelles sont les preuves et tout, et tout, et tout. Je suis à son lieu de travail, il me reçoit, on avait rendez-vous, bonjour, bonjour, je me présente, il se présente, il me dit, allez, je t'écoute. Alors, je commence à lui raconter mon histoire, et tout, voilà, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, machin. Après, un moment, il me dit de stopper. Je n'avais même pas, ça faisait même pas 10 minutes que j'avais parlé. Il m'a demandé, tu connais tes frères et sœurs? Et puis à moi de lui dire, oui. En fait, je croyais qu'il parlait de mes frères et sœurs du côté maternel, du ventre de ma mère. Je lui dis, oui. Il me dit, non, 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 moi je ne parle pas de cela. Je parle de tes frères et sœurs de Jacques, mon grand frère. Je dis non. Il me dit, tu es vraiment la fille de mon grand frère, Jacques, parce que tu as les traits de tes frères et sœurs. Il m'a dit, s'il y avait la sorcellerie dans ta famille, c'est la première chose qu'il m'a dit. S'il y avait la sorcellerie dans ta famille, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis que tu sois avec Jacques aujourd'hui. C'est moi qui suis là qui représente Jacques. Je te reconnais officiellement comme notre enfant. Donc à partir d'aujourd'hui, il y aura une barrière. Quand je suis rentrée à la maison, Jacques est venu dans ma tête. Il m'a dit, ce n'est pas encore ça. Il faut que tu rencontres tes frères et sœurs. Alors un jour, je suis comme ça à la maison. Chaque année, c'était ça. Hein. Chaque année, j'avais la visite de Jacques 6 fois ou 7 fois dans l'année. Un jour, je suis à la maison un week-end, je suis en train de nettoyer, de m'occuper des enfants, mon téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est une des filles de Jacques qui m'appelle. Allô, bonjour, on a entendu parler de toi. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Nous sommes tous réunis chez l'aîné à tel endroit. Bon, mon cœur commence à battre la chamade. J'ai dit, hey, aujourd'hui, ce sont les enfants de Jacques eux-mêmes qui vont me bastonner pour me dire que de quel droit tu te permets de venir raconter que tu es la fille de Jacques. Donc je dis non, je ne peux pas, vous pouvez venir, parce que je me suis dit, si elles arrivaient au moins chez moi, elles n'auraient pas eu le courage de m'agresser et tout. Elles insistent, je refuse, elles rappellent, elles insistent. Au bout peut-être du 7e appel, j'ai dit, en tout cas, tu ne risques rien. Vas-y, fonce, au moins tu auras une idée. Tu seras rassuré aujourd'hui même et tout. Là, je prends le taxi, je me rends au point du rendez-vous et tout. Donc, quand celle qui m'appelle me voit de loin, moi je la vois, moi je ne vois pas trop les traits de ressemblance. Est-ce que c'est parce que je suis trop troublée? Je ne sais pas. Donc quand je descends de la voiture et qu'elle me voit avec les enfants, elle crie au loin, ah, le sang, c'est le sang, ça ne ment pas. Elle vient vers moi, elle m'embrasse et soulève les enfants.
quand elle ouvre le portail de l'aîné, tous mes frères et sœurs étaient là. Tous les enfants de Jacques qu'il avait eu avec sa femme étaient là. Ils ont commencé à dire la jumelle de Nani, la jumelle de Nani, la jumelle de Nani. Nani, c'est le petit nom d'une de mes sœurs. Donc, c'est un petit nom de maison qu'on ne pourra pas reconnaître. La jumelle de Nani, la jumelle de Nani, la jumelle de Nani. Ils m'ont embrassé, ils m'ont accueilli, nous avons tous pleuré, contents, nous étions tous contents. Contents de nous retrouver, ils étaient contents de me connaître, contents d'avoir fait ma rencontre et ma connaissance. Vraiment, il y avait plus de peur que de mal en fait. J'étais heureuse. J'avais une famille, des frères et des sœurs. Donc, ce que je pensais, je croyais pendant longtemps, s'est avéré réel et vrai. Ce jour-là, lorsque je suis rentrée à la maison, Jacques est venu dans ma tête. Il m'a dit, voilà, je ne viendrai plus. J'avais donné un livre à ta mère. Je ne sais pas ce que c'était ce livre, mais il m'a dit, j'avais donné un livre à ta mère de te donner. Je lui ai dit de te raconter ton histoire. Elle ne l'a pas fait. En tout cas, tu ne me verras plus. Je ne viendrai plus. Enfin, tu as retrouvé les tiens. Tu peux, à partir de tes frères et sœurs, connaître donc ton histoire, où tu viens et tout le reste. Aujourd'hui, je connais mes frères et sœurs. Je suis impliquée dans leur vie. Ils sont aussi impliqués dans ma vie. Et puis un jour quand même, j'ai dit à ma sœur avec qui je m'étais chamaillée, lorsqu'on était adolescente, je lui ai dit, ah, j'ai retrouvé mes frères et sœurs. Parce que j'espérais encore qu'elle puisse me dire, après toutes ces années, oh non, j'avais menti, papa ne m'avait jamais dit ça. Elle m'a juste dit, j'espère que tu ne vas pas les aimer plus que nous. J'ai dit, c'est pas possible, c'est avec vous que j'ai vécu, c'est avec vous que j'ai grandi. Je ne pourrais pas ne plus vous aimer, c'est même pas possible. Voilà un peu mon histoire avec Jacques, mon père, que j'ai pas connu, qui est parti trop tôt et qui a tout fait. Grâce à lui, j'ai retrouvé les miens, j'ai retrouvé mes frères et sœurs, j'ai retrouvé mes tantes, mes oncles. J'ai participé à des mariages, à des événements dans cette famille à cause de Jacques, grâce à Jacques, parce qu'il avait insisté, persisté. Depuis, pendant des années, Jacques était dans ma tête. Jacques m'a lâché, j'avais déjà ma fille. Ma fille devait avoir 3 ans. Non, ma fille devait avoir, oui, 3 ans. 4 ans lorsque mon Jacques ne vient plus dans ma tête. Donc depuis 2010, voilà. Il est mort en 83. Il a commencé à venir dans ma tête en 85. Donc depuis 1985, c'est en 2010 que Jacques m'a laissé tranquille. Depuis 2010, Jacques n'est plus jamais venu dans ma tête pour me dire quoi que ce soit. Mission terminée, il voulait que je retrouve mes frères, il voulait que je connaisse mon identité, d'où je viens. Voilà. Voilà mon histoire, l'amour d'un père. Maintenant, je ne sais pas si je l'ai bien raconté. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Coucou, j'espère que ça va, que vous allez bien. Je salue tout le monde, la communauté. N'oubliez pas de partager, de liker et d'en parler autour de vous, de commenter aussi. Je vais raconter une histoire aujourd'hui, dont j'ai parlé avec une de mes copines, parce que je lui avais dit que que j'avais raconté une histoire. Je lui ai expliqué en gros le concept, voilà, pour ne pas trop m'étaler. Donc cette histoire, elle me donne froid au dos et je trouve ça triste. Je pense que peut-être ça partait d'une bonne intention, mais que, je sais pas. Je trouve que le mystique ne peut jamais, à part si c'est pour soigner peut-être des gens,
mais on peut pas y retrouver quelque chose de forcément bien. Donc, j'ai une amie à moi que je vais surnommer Aïcha. Donc voilà. Donc Aïcha et moi, on s'est connus ici, donc en France, et on est copines. Enfin, moi, j'ai pas, je peux pas être proche de beaucoup de gens parce que les gens me font peur de base. Je suis comme ça. Mais avec elle, le courant passe très bien. On s'entend, on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Donc parfois, elle se confie à moi. Et du coup, récemment, je lui ai dit, bah écoute, moi, il y a cette page que j'écoute souvent, c'est une chaîne sur YouTube, etc. Et il raconte des histoires mystiques, nanani, nanana. Donc, je lui ai fait écouter quelques histoires. Et je lui ai fait écouter une histoire que bah, j'ai racontée, d'ailleurs, que j'ai toujours pas entendue. Et du coup, elle me dit, ah ouais. Après, on est passé à autre chose, mais je vois qu'elle revient sur le sujet. Elle me dit, bah écoute, moi, en parlant de mysticisme, etc., bah moi, je veux te raconter quelque chose et tout. Je dis, ah ouais, elle me dit oui. Bah, je dis, ok, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle me fait comprendre que son grand-père, vous savez, chez nous, les musulmans, on a droit à 4 femmes. Que son grand-père, qui est du Mali, avait plusieurs femmes. Donc, 2 femmes, dont sa grand-mère à elle, une autre au Mali, et en fait, une 3e femme. Mais la 3e femme, elle n'était pas humaine. Voilà. Que c'était une femme, c'était un esprit, un truc comme ça. Je dis ok, d'accord. Mais c'était pas caché, en gros, c'était connu. Et puis voilà, ils ont vécu ensemble, ils ont vécu tous ensemble. Ils savaient qu'il y avait 2 jours où il devait rester dans sa chambre à lui et que c'était à la place de la femme qui était esprit, etc., de venir. Et il faut savoir que son grand-père, c'était un guérisseur, ou voilà, qui faisait des médicaments, etc. Et donc, elle avait le soutien et elle avait, enfin, pardon, il avait des connaissances qui souvent lui étaient données par cette femme en esprit. Donc voilà, ils sont restés ensemble pendant super longtemps, tout se passait très très bien, jusqu'à ce que le grand-père y décède. Il faut savoir qu'entre-temps, la première femme, c'était à peu près lié d'amitié avec cette femme en esprit, donc l'autre. Que elle l'a considérée, souvent elle lui faisait des offrandes, etc., etc. Et après le décès du mari, donc le grand-père de Aïcha, les autres, bah voilà, on a fait l'héritage, chacun est parti, etc. Et il faut savoir que la grand-mère de Aïcha, elle avait 3 garçons et 2 filles. Et parmi ces garçons, bah voilà, enfin, les enfants, ils peuvent pas toujours être pareils. Il y en a un qui va être super intelligent, enfin, chacun a sa spécialité, chacun a son propre, voilà. Et en fait, le papa de Aïcha, parmi les 3, c'était le plus intelligent. C'était vraiment cet enfant sage, correct, voilà. Et un jour, la grand-mère de Aïcha dort et elle fait un rêve, ou je vais dire un songe, où la femme en esprit vient pour lui dire que, écoute, que notre mari est parti là-bas, mais qu'il va très bien, etc. Sauf que moi, je ne peux pas rester comme ça. Et vu que je suis déjà dans cette famille, je voudrais que un de tes fils prenne la relève. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que un des fils du monsieur devienne son mari, donc son époux. La femme dit que mais que ça c'est bizarre, que comment ça se fait, c'est père et fils et tout, enfin que c'est bizarre et tout, nanani nanana, et que elle sait pas, et que est-ce que dans la religion musulmane, ça c'est archi pas. Ton papa il décède, tu vas pas marier ta marâtre, même si c'est esprit ou je sais pas quoi. Donc voilà. Elle lui fait comprendre qu'elle était pas trop d'accord. En premier lieu, la femme elle a essayé de négocier. Elle lui a dit oui, si tu veux,
je peux te donner ce que tu veux, je peux t'aider à obtenir ce que tu veux, mais il faut que moi, quelqu'un prenne la relève de mon côté, que je ne peux pas rester seule comme ça et que je suis déjà dans cette famille, j'aime déjà cette famille. Je ne peux pas m'en détacher. Malgré tout ça, la grand-mère, elle refusait. Et un jour, la dame, la femme en esprit, elle en a eu marre et elle l'a menacée. Elle lui a dit, vu que je te demande je te demande mon dû, n'oubliez pas que moi, je vous ai aidé. C'est grâce à moi, si votre mari, il arrivait à avoir toutes ses connaissances, qu'il arrivait à soigner, etc., qu'il a vécu aussi longtemps, patati patata, et qu'aujourd'hui, vous voulez pas me remercier, ben, ça va mal se passer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, c'est soit vous faites ce que je veux, ou je vais vous mener la vie difficile. Déjà, il faut savoir qu'entre-temps, le papa de Aïcha a commencé à tomber malade, il pouvait plus trop aller à l'école, et il disait qu'à chaque fois qu'il allait dormir et qu'il récitait des sourates pour se protéger, etc., qu'il voyait une dame habillée tout en noir qui se mettait devant lui en train juste de le regarder et tout. Ou des fois, il va réciter un truc et avant de terminer, la dame continue le truc qu'il est en train de répéter, de réciter. Donc la grand-mère de Aïcha a compris que là, c'est la dame là qui est venue et qu'elle est vraiment en train de faire ce qu'elle m'avait dit. Donc, elle essaye à peu près de l'emmener un peu partout, mais voilà, rien ne pouvait être fait parce que le lien était très fort à ce qui paraît. Et que le secret qu'il y avait entre cette dame-là et du coup le grand-père de Aïcha, c'était un lien... On ne sait pas comment ça a été ficelé, donc c'était difficile de pouvoir casser tout ça, de briser tout ça. Et en soi, elle a fait en sorte que là où il pouvait habiter, peu importe c'était où, la maison prenait feu pour un oui ou pour un non. Et à chaque fois que le papa de Aïcha rentrait dans une pièce, la maison prenait feu. Il était complètement maigre, il était mal, il avait que la peau sur les os et tout, il était mal. C'était devenu une autre personne. Limite, on dirait qu'il vivait plus. Il allait plus à l'école, etc. Et entre-temps, ils ont rencontré un imam qui a voulu les aider, etc. Donc après tout c'est fait, ils ont cherché. Des fois le papa il avait des rêves érotiques et quand ça se passait comme ça, le matin quand il se réveillait, il se sentait comme abusé. Il le disait, il sentait que une femme, il disait qu'une grande femme venait pour coucher avec moi, etc. et qu'il se sentait abusé. Et après ça, ils ont trouvé un imam qui a commencé à prier et tout. Et ça allait pour un petit moment, etc. Donc, on a essayé de le traiter jusqu'à ce qu'on a cru que c'était bon, c'était fini, que c'était parti. Parce qu'il faut savoir que la dame, pendant ces temps-là, elle est restée des années où elle ne venait pas. Et il avait repris sa vie, il a continué à faire ses études, etc. Jusqu'à ce qu'il rencontre la maman de Aïcha. Il a épousé la maman de Aïcha et ils ont eu Aïcha. Et depuis là, ils ont essayé de faire encore des enfants, ils n'ont jamais pu. Et la dame a recommencé à revenir. On ne sait pas, elle vient d'où, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et l'imam lui avait dit qu'il fallait éviter de revenir dans certains endroits, etc. du Mali et qu'il fallait rester... un peu éloigné et tout, mais sauf qu'à un moment, la maman, donc la grand-mère de Aïcha est décédée, il avait des trucs à faire au Mali, donc il est reparti. Malheureusement, cette dame est revenue et aujourd'hui, les affaires du papa de Aïcha, ça ne va plus. Aïcha dit que sa maman, elle tombe malade pour un oui ou pour un non, que elle-même des fois, elle fait des cauchemars où elle est poursuivie par une ombre noire. Et quand elle explique ça à son père fait genre non mais c'est rien, etc. Mais qui sait exactement que c'est elle. Et que même la dernière fois, elle a entendu sa mère dire qu'il y avait peut-être quelques mois ou quoi, le papa disait que il a rêvé de la femme qui lui disait dans leur langue, donc en bambara, que oui, t'as cru que tu pouvais m'échapper, etc.
sache que le lien qui a été fait n'a jamais été décelé, patati patata. Donc voilà. En gros, elle me l'a raconté, elle m'a dit, en vrai, c'est un problème, qu'elle vit au quotidien, qu'elle voit et qu'elle a un peu peur, et que là, il cherche toujours une solution. Donc moi, j'ai dit, pourquoi pas ne raconter ça ici? Et peut-être que dans les commentaires ou etc., on pourra peut-être trouver une solution. Donc voilà. Et pour moi, moi je lui ai dit, en tout cas, ce que ça peut t'apprendre, c'est qu'aujourd'hui, même si ça part d'une bonne intention, même si c'est secret, sache que ce que tu perds derrière, c'est encore plus que ce que les esprits peuvent te donner, etc. Il faut se suffire à Dieu, il faut se cacher derrière Dieu, il faut toujours prier, il faut toujours éviter les gros yeux, parce que c'est ça qui nous entraîne. Aujourd'hui, le grand-père, lui, il a fait sa vie, il est parti, sa famille est en train d'en pâtir encore. Voilà, donc c'était ça mon histoire. Partagez, likez, commentez, et que Dieu nous protège. Comme à chaque fin, je fais mes prières. Que Dieu nous protège, que Dieu nous protège du mal, que Dieu nous protège du mauvais œil, le mauvais cœur, que Dieu protège nos familles, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Je fais des bisous à tout le monde, prenez soin de vous et voilà, restez concentrés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG, bonsoir ou bonjour tout le monde. Tout dépend de la localisation de chacun, chacune. Désolée, c'est la première fois que je raconte cette histoire. Du coup, même si c'est pas en direct, mais il y a un peu de trac. Donc, pour commencer, je viens d'une île que je vais pas donner le nom. Du coup, dans cette île, j'avais un copain, on s'aimait tellement, c'était passionnel, c'était fusionnel, c'était tout. Donc, on sortait ensemble, tout allait bien, mais d'un côté, la maman du gars, elle refusait catégoriquement la relation. Donc, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, je suis restée quelques années dans cette île. Ensuite, je suis partie en France pour mes études. Mais je suis restée quand même avec mon copain à distance. Donc. Et un soir, je fais un rêve. Comme quoi, c'est comme si je suis transportée. Je suis transportée dans mon île natale, dans une pièce où il y avait mon copain, sa maman et une dame que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais vue. Du coup, mais dans ce rêve-là, on m'a dit le nom de cette dame-là. Du coup, je les voyais en train de faire des pratiques bizarres que je ne connais pas. Et je me suis rapprochée, mais en me rapprochant, c'est comme si j'étais possédée par un truc et je me suis vue habillée tout en rouge. C'est comme si je me vois habillée tout en rouge. Un double de moi, je vois cette personne-là habillée tout en rouge et du coup, mon copain là appelait sa maman et disait « Maman, pourquoi un tel, elle parle cette langue-là alors que c'est pas sa langue maternelle ?» Nous, en fait, dans mon île, on a 2 langues maternelles. Donc, et là, sa maman lui répond « c'est parce que il y a des esprits en elle qui sont habillés comme ça. Du coup, les esprits parlent couramment cette langue-là. Alors que personnellement, moi, je ne parle pas couramment cette langue. » Mais DMG, non. Moi qui étais en train de regarder mon copain, c'est comme si il était devenu transparent. Je pouvais voir tout ce qu'il y avait dans son corps. Pas ses organes vitaux, mais c'est comme s'il y a des trucs, nous on dit des gris-gris.
c'est comme s'il y avait des trucs dans son corps. Et du coup, vu que l'esprit parlait parlait et leur montrait du doigt en disant que ce qu'il faisait, c'était pas bon ce qu'il faisait. Ensuite, l'esprit s'est mis debout et il est parti derrière un canapé, excusez-moi. Il cherchait des trucs, il les enlevait un à un. Donc, et du coup là, je reviens à moi et là, je me réveille, c'était le matin, je suis en France. Et en fait, cette journée-là, j'ai tellement tremblé que cette journée était tellement pas bonne pour moi que j'étais pas bien. Parce que, en fait, c'est comme si c'était la réalité, je le voyais, cette histoire devant mes yeux. Du coup, je suis partie en cours, j'étais pas bien. Et en allant à la bibliothèque, je me suis mise dans un coin. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon copain, je lui ai demandé s'il n'était pas malade, s'il n'y a pas quelqu'un dans sa famille qui a fait des trucs. Il me dit non, tout va bien, t'inquiète pas, poursuis tes études et tout. Mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit, en fait, moi, dans ma famille, enfin dans mon île surtout, je sais qu'il y a beaucoup d'esprits, les esprits, et les gens ils croient beaucoup à ça. En fait, c'est plus des esprits protecteurs. Et moi, dans ma famille, je sais qu'il y a des gens, des jeunes comme des vieux, ils ont ces esprits-là. Ça n'a jamais dérangé quelqu'un, genre à faire du mal, un truc comme ça. Ils sont là pour protéger. Et au début, je comprenais pas parce que je voyais mais plein de choses des fois qui passaient devant mes yeux où je rêvais des trucs. Je peux rêver des bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Au début, je ne savais pas les interpréter parce que je ne cherchais pas à savoir. Et vers la fin, c'est là où je me suis vraiment posée, où on a fait des médicaments sur moi pour que je sois tranquille parce que ça me faisait vraiment, mais vraiment flipper cette histoire. Et j'ai des trucs, je vais peut-être dire des esprits protecteurs parce que si quelqu'un veut me faire du mal, c'est comme s'il y a des personnes qui vont me parler ou on va me montrer plein de trucs, que ça soit bon ou mauvais. Par exemple, s'il y a une mauvaise nouvelle, un décès, je vais voir tout en rêve. S'il y a une bonne nouvelle, je veux tout voir en rêve. Du coup, je dis à mes parents, priez, faites ceci. Je peux leur dire, faites ceci, cela, allez à droite, allez à gauche. Du coup, voilà, c'était ça mon histoire. J'espère que vous avez compris ma petite histoire et je suis navrée parce que cette histoire m'avait vraiment peiné et parce que c'est une personne que j'aimais beaucoup, mais énormément. Donc, au final, ça n'a pas abouti, malheureusement. C'est comme ça, ainsi va la vie. Mais comme j'écoute tout le temps DMG TV, il faut beaucoup prier, mais beaucoup prier, matin, midi, soir, peu importe notre religion, chrétienne, musulmane, athée, bouddhisme, hindouisme, il faut prier parce qu'il y a des personnes, tu peux être avec des personnes, en fait ton cœur est blanc, tu vas avec, mais derrière il y a des personnes qui veulent même pas vous voir sourire ou vous réveiller le matin ou même avoir un truc à manger, avoir quelque chose de bien dans votre vie. Il y a des personnes qui veulent même pas, mais même pas voir ça. Donc prions tous les jours. Et j'espère revenir avec d'autres histoires. Et parce que j'ai vécu beaucoup de trucs mystiques avec ce gars. Parce que j'avoue, c'est un bel homme et voilà, il a tout pour lui. Donc voilà. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé.
laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.